Merci de m'avoir invité et pardonnez-moi pour mon retard, qui n'est pas imputable, mais qui est dû à la SNCF. Mon train est arrivé avec trois quarts d'heure de retard, ce que je connais bien parce que je fais souvent la ligne entre Caen et Paris. J'habite Caen, mais j'ai souvent des activités à Paris. Et c'est pas exceptionnel d'être victime de ces retards. Alors je vous avoue que je me suis posé des questions quand vous m'avez invité à participer à ce séminaire, à cette série d'entretiens sur philosophie et psychiatrie, et puis avec le thème central de la contention. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que moi, vieux pédopsychiatre en retraite depuis des années, pouvait apporter comme réflexion dans ce domaine, sur ce sujet de la contention et des symptômes corporels, donc de la violence, qui peuvent poser des questions particulièrement difficiles et même douloureuses dans l'exercice de la psychiatrie. Et puis, je me suis rattaché, vous me direz si c'est adéquat ou pas, à une notion psychanalytique du fait de ma formation de psychanalyste et de mon expérience de psychanalyste, qui est celle de contenance. Cette notion qui est un peu passée dans le langage courant maintenant, ou tout au moins dans le langage psychiatrique, psychopathologique, mais qui demande à être précisée, à être bien cernée, bien définie. Vous savez qu'elle est due au psychanalyste Wilfred Bion, qui était un psychanalyste britannique, mais qui a travaillé pendant un certain nombre d'années aux États-Unis, et qui nous a laissé une œuvre difficile, mais très profonde, et malgré son côté extrêmement théorique, je crois qu'elle a des applications pratiques très importantes dans tout le champ des soins psychiatriques, pas seulement de la psychanalyse, stricto sensu. Alors, je voulais rappeler tout d'abord que l'institution en psychiatrie est un outil thérapeutique. Je fais une distinction entre l'institution, l'hôpital, disons, ou toute autre institution de soins en médecine somatique, où on a besoin de réunir tout un tas de compétences, de moyens, diagnostiques, thérapeutiques, etc. Mais qui est relativement neutre par rapport au processus qui va se dérouler à l'intérieur de l'institution. Processus qui d'ailleurs peut se dérouler dans des contextes très différents. Par exemple, en hospitalisation complète ou en hospitalisation de jour, voire en ambulatoire. Je crois qu'on évolue de plus en plus vers des hospitalisations brèves, des hospitalisations programmées, des hospitalisations de jour, et même en se passant d'hospitalisation, tout à fait. Parce que le contexte dans lequel on va exercer cette médecine somatique compte par les moyens qu'il nous donne, mais en lui-même, je crois qu'on peut dire qu'il a un rôle relativement discret, voire neutre. Alors que pour la psychiatrie, ce n'est pas le cas. Pour la psychiatrie, l'institution elle-même est un outil thérapeutique. Et bien entendu, je pense en disant cela à toute la tradition qui remonte au tout début de la psychiatrie, même si le terme est plus récent, de psychothérapie institutionnelle. Je crois qu'on peut faire remonter à la naissance même de la psychiatrie, c'est-à-dire à Pinel, avec le traitement moral, Pinel et Esquirol, avec le traitement moral de la folie.
Et vous savez que, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je ne suis d'ailleurs pas un spécialiste de la psychothérapie institutionnelle, elle a pris son essor à partir des années 40 avec la personnalité dominante de Tosquelles à Saint-Alban, et puis développée ensuite dans l'après-guerre par des psychiatres, souvent psychanalystes d'ailleurs, comme Jean M, comme Houry, etc. Peut-être ce mouvement de la psychothérapie institutionnelle a manqué d'assises théoriques suffisamment solides, suffisamment claires, et en lieu et place de ces références qui restaient floues, il me semble qu'il y a eu un appel peut-être excessif à des idéologies, à des croyances, à des adhésions qui ont tendance à faire exploser un petit peu ce mouvement de la psychothérapie institutionnelle. Alors, est-ce que c'est pour ça que, curieusement, il a été plus ou moins condamné par la Haute Autorité de Santé récemment? Comment peut-on refuser qu'une institution soit thérapeutique? Je ne sais pas, mais ça a été le verdict de la Haute Autorité de Santé, la HAS, parce qu'elle n'était pas consensuelle. Effectivement, il faut la rendre consensuelle. Et pour la rendre consensuelle, il faut trouver ce que je propose d'appeler un objet commun. Quel est l'objet commun du traitement institutionnel des patients psychiatriques? Je fais une distinction autre, mais importante, entre protocole et cadre. Là aussi, dans la médecine somatique, de plus en plus, les traitements deviennent protocolisés. On sait à l'avance ce qui va se dérouler. Bien entendu, le choix du protocole va dépendre du diagnostic, et le suivi de ce protocole nécessite toute une technique très, très pointue, très précise. Mais le déroulement du protocole est prévu au jour le jour. Alors que pour l'institution psychiatrique, il me paraît essentiel qu'on définisse, non pas des protocoles, même s'il y a des parties de protocoles dans l'usage des médicaments ou dans certaines mesures administratives, dont l'hospitalisation sous contrainte, mais il me paraît essentiel qu'on travaille sur des cadres dont on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont contenir. Et ça, Bion, le psychanalyste dont je parlais à l'instant, insiste beaucoup là-dessus. Il faut admettre qu'on ne maîtrise pas le processus. Si on veut le maîtriser complètement, on l'éteint. Il faut admettre qu'on ne sait pas ce qui va se passer, que ça va être en partie, tout au moins, inattendu. Et c'est la condition pour que quelque chose émerge, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, quelque chose qu'on n'avait pas compris, quelque chose qui n'était pas connu à l'avance, ni des patients, ni des thérapeutes. Pour autant, le cadre doit être très défini, très précis et très adapté à chaque patient ou à chaque groupe de patients. Et cette mise en place d'un cadre thérapeutique, c'est tout un processus. C'est en soi même un processus. Ce n'est pas un kit qu'on apporte et puis qu'on met en place toujours de la même façon. C'est un processus qui dépend de l'histoire de l'institution, qui dépend du travail de pensée de l'équipe institutionnelle.
et qui dépend bien sûr aussi des patients qui sont accueillis. Ce cadre, je pense, doit comporter les composantes suivantes que je situe dans une sorte de relation d'inclusion réciproque. Un cadre matériel, des locaux, des règlements, du matériel dans le sens ordinaire du terme, des horaires, etc. Quelque chose qui définit un espace, plutôt un ensemble spatio-temporel dans lequel va se jouer, j'utilise à dessein cette expression un peu théâtrale, va se jouer la situation thérapeutique pour ce malade ou pour ce groupe de patients. Et plus le cadre est adéquat, et là vous avez un cadre tout à fait privilégié avec cette magnifique abbaye de Prémontré, mieux les choses peuvent se dérouler, bien entendu. Un deuxième niveau, c'est un cadre contractuel, c'est-à-dire un accord sur le but du travail institutionnel. Accord entre les soignants, accord avec les patients chaque fois que possible, accord aussi avec l'entourage des patients, quand il s'agit de mineurs ou quand il s'agit de patients qui ne peuvent pas adhérer eux-mêmes à ce contrat. Il faut qu'il y ait un contrat, c'est-à-dire qu'on sache et qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, quel est le sens de ce qu'on fait à l'intérieur de ce cadre. Et puis, troisième niveau, un cadre psychique, et c'est évidemment celui-là que je vais développer davantage, parce qu'il est essentiel. Et ce cadre psychique, j'ai tendance à le confondre avec ce que Bion a appelé contenant. Le cadre psychique, c'est la capacité à recevoir les messages des patients, tous les messages des patients, qu'ils s'expriment par la parole, qu'ils s'expriment par le comportement, qu'ils s'expriment par le corps, qui parfois, vous savez aussi bien que moi, peut-être mieux même, défaille en cours de prise en charge. Tout doit être pris en compte comme message à recevoir et à analyser, on va essayer de le préciser, c'est-à-dire à lui donner du sens. Pour ça, il faut impérativement du temps. Parce que la pensée demande du temps. C'est un travail de pensée qu'il faut exercer sur ces messages qui nous sont envoyés par les patients, avec plus ou moins de force, voire de violence et de menace même, de déstabilisation. Ce cadre, avec ces trois niveaux matériels, contractuels, psychiques, je pense qu'il doit représenter une sorte de capacité de stabilisation. Quelque chose qui n'est pas figé, qui ne doit pas ne pas évoluer, mais quelque chose qui doit résister suffisamment à cette violence de la maladie mentale, au risque d'être débordé, au risque d'être déstabilisé. Parce qu'on ne peut pas penser si on est soumis à ces risques-là. J'y reviendrai tout à l'heure à propos de ce que j'appelle la bisexualité psychique. Il faut des conditions pour pouvoir penser. Il faut qu'on soit suffisamment à l'aise en tant que soignant. Il y a un psychanalyste britannique, Winnicott, qui racontait que quand il faisait
séance, il se mettait à l'aise dans un fauteuil confortable, il mettait sur ses genoux un plaid, il avait une tasse de thé à côté de lui. Enfin, bon, il soignait son confort personnel. Pas pour uniquement son plaisir, mais pour être en état de recevoir les messages et de les penser, de les laisser travailler à l'intérieur de lui. Parce que c'est pas vrai qu'on peut penser quand on a peur, par exemple. C'est pas vrai qu'on peut penser quand on est menacé, quand on est avec un patient violent. Il faut donc que les conditions du cas nous permettent, même s'il y a des oscillations, de rester suffisamment stable en tant qu'individu, en tant que soignant et en tant qu'équipe soignante. Et pour ça, il faut qu'il y ait des temps d'élaboration. Alors, je crois que ça correspond maintenant, dans les institutions en France, à ce qu'on appelle l'analyse des pratiques, qui est une excellente chose, qui mériterait peut-être davantage développée. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que l'analyse des pratiques, c'est un temps pour penser. Ça doit être un temps pour penser. C'est pas simplement, là aussi je fais une comparaison avec la médecine somatique, c'est pas simplement un temps de transmission dans les services de médecine somatique, on appelle ça comme ça, hein, la transmission. Les infirmières qui prennent le relais doivent recevoir des informations de l'équipe précédente pour agir dans la continuité. Très bien, c'est indispensable même, mais tout à fait insuffisant. Il faut qu'on ait le temps de penser, et pour ça, de prendre du temps, de faire des réunions suffisamment longues, où tout le monde peut participer. Ce n'est pas perdre du temps. Je me désole souvent quand j'entends les échos qui me reviennent, surtout de la pédopsychiatrie, mais je suppose qu'en psychiatrie d'adulte, ça doit aussi exister. On a des listes d'attente telles qu'on n'a pas le temps. Eh bien, il faut le prendre, le temps. Parce qu'on ne peut pas faire un travail thérapeutique si on n'a pas ce temps pour penser. Un chirurgien cardiovasculaire à qui on dirait maintenant vous n'avez plus que 3 litres de sang pour faire une opération à cœur ouvert, même s'il vous en faut 6 ou 8, il dirait ben, je n'opère pas. C'est pas possible. Il y a des limites, il y a des seuils qu'on ne peut pas franchir sans empêcher complètement l'action thérapeutique elle-même de prendre place. Alors, j'en viens au cœur de mon intervention, qui est cette fonction contenante dont parle Wilfred Bion. Il l'a tiré d'un concept qui nous vient de la psychanalyse britannique, on dit souvent l'école anglaise, qui a été marquée par la grande figure de Melanie Klein. La pauvre Melanie Klein n'a pas été très bien reçue en France d'ailleurs, et on entend encore souvent plein de qualificatifs assez stupides sur son œuvre que les gens connaissent d'ailleurs très très mal. Il y a des choses critiquables dans ce qu'elle a dit, hein, comme dans toute œuvre. Mais elle a fait des percées remarquables dans la compréhension des états les plus archaïques du psychisme et de la relation à l'autre, de ce qu'on appelle la relation d'objet en psychanalyse. C'est-à-dire l'objet, c'est pas un objet matériel, c'est la personne qu'on investit, la personne avec qui on est en communication, en relation. Et ces aspects très archaïques, ils nous intéressent particulièrement
en psychiatrie parce qu'on les retrouve toute la vie dans beaucoup de pathologies et dans les pathologies les plus sévères. C'est en se penchant sur la pathologie des jeunes enfants, voire sur l'observation des nourrissons, qu'on a pu comprendre des systèmes projectifs, par exemple, qu'on retrouve dans beaucoup de pathologies, ou des angoisses archaïques du type morcellement, annihilation, qu'on retrouve dans la pathologie schizophrénique, par exemple. Alors Mélanie Klein a décrit en 1946 un concept central qu'elle a appelé l'identification projective. Je ne vais pas m'étendre trop sur le concept d'identification qui vient déjà de Freud, qui avait parlé déjà d'identification. C'est-à-dire on s'identifie par exemple à un trait de l'autre, c'est l'identification hystérique, ou on s'identifie à tel ou tel personnage de son entourage, de son enfance. On en prend modèle. Mélanie Klein a repris ça en montrant que quand on ne peut pas gérer un aspect de soi-même, je sais si on en a des exemples dramatiques dans l'actualité, eh bien on les projette, on les évacue. Et on tend à les évacuer dans un autre psychisme. Et cette évacuation va au-delà d'un simple fantasme. Elle tend à transformer l'autre en ce qu'on a projeté en lui. D'où cette notion d'identification projective. Pour reprendre un exemple de ma discipline, un bébé qui est frustré trop longtemps, qui manque trop longtemps de soins maternels, il va projeter dans sa mère des mauvaises choses, des mauvais sentiments, des mauvaises émotions, et elle devient mauvaise pour lui. Il y a un exemple banal que tout le monde peut faire, c'est une maman tout à fait dévouée qui laisse son bébé aux grands-parents ou à une nourrice pendant quelques jours, un week-end, pour partir en couple, en amoureux avec son conjoint. Et au retour, le bébé lui fait la tête. Il ne veut pas la regarder. Lui tend plus les bras. Lui sourit plus. Alors, je dirais que ça s'arrange en général, oui, heureusement. Mais n'empêche qu'il y a ce moment-là où la mère n'est plus la bonne mère, peut-être même idéalisée qu'elle était avant, et elle est devenue quelqu'un de mauvais, à éviter, à rejeter. Cette notion d'identification projective, Mélanie Klein en fait ce qu'on appelle un mécanisme de défense en psychanalyse. C'est-à-dire que quand on ne peut pas gérer quelque chose de soi, quand on a une difficulté, on en a tous, pour gérer certains aspects de soi-même, il y a deux positions possibles. L'une, c'est s'efforcer de réfléchir sur nous-mêmes, peut-être de faire une psychothérapie, voire une psychanalyse, s'efforcer d'élaborer notre problème. Puis l'autre position, c'est de l'évacuer. C'est ça un mécanisme de défense. On évacue les choses, on ne résout rien, mais momentanément tout au moins, on a trouvé un remède. Un mauvais remède en général, parce que ça vous revient en boomerang, ça fait plein de complications. Bien va en faire tout autre chose. Il garde cette idée que Mélanie Klein avait développée, mais il va en faire un mode de communication primitif. Un mode de communication archaïque, primitif,
nécessaire, inévitable. Son idée, c'est que le bébé ne peut pas gérer ses propres états psychiques. Il donne volontiers l'exemple, parce que tout le monde peut l'observer, de ce qui se passe quand on est avec un tout petit bébé, hein, quelques semaines, quelques mois, calme, souriant, qui regarde avec des yeux comme des soucoupes, et puis tout d'un coup, il fait la moue, et puis il devient grave, et puis il se met à pigner, puis à pleurer, puis à s'agiter, et puis au bout de quelques instants, il est complètement désorganisé. Et la maman vient, le prend dans les bras, peut-être lui donne le sein ou le biberon, et se calme, à l'instant. Tout ça, c'est comme des séquences successives qui ne paraissent pas reliées entre elles. Un adulte qui a faim, ou qui est en demande de quoi que ce soit d'autre, il va gérer. Si c'est pas trop long d'attendre, peut-être, ça finira par déborder. Mais il va gérer, il va se donner des raisons, il va trouver une solution, il va penser à quelque chose qui va lui permettre d'attendre. Pas un bébé. Parce qu'un bébé vit des instants comme ça. Des instants extrêmement forts, extrêmement aigus, extrêmement violents parfois. Mais il ne peut pas les relier entre eux. Et il dépend de son entourage pour que ça devienne quelque chose de continu et quelque chose qui prenne sens. J'insiste toujours sur le fait que cette dépendance du petit bébé, du petit enfant vis-à-vis de son entourage et de la personne qui lui donne les soins, elle est connue depuis longtemps, peut-être depuis toujours. En tout cas, Freud en avait parlé d'une manière tout à fait explicite, en soulignant que cette personne satisfait le besoin de l'enfant. Et en plus, lui apporte un plaisir, ce qu'il avait appelé la prime de plaisir. Le bébé aime téter, et souvent il tète même quand il n'y a plus de lait. Il continue. C'est agréable. Ou alors il prend son pouce, son poing. Bion ajoute quelque chose de fondamental. La mère, ce faisant, je dis la mère, mais ça peut être un substitut maternel, bien sûr, apporte du sens à ce que vivait l'enfant. C'est comme si l'enfant pouvait dire « Ah, c'était ça qu'il me fallait ». Il ne sait pas au départ, vraisemblablement. Il a une attente de ce que Bion a appelé une préconception. Mais il ne sait pas de quoi. Et c'est quand il y a la réponse adéquate que ça prend sens. Si j'ose faire une comparaison avec nos actions thérapeutiques, ça nous arrive quelquefois, j'espère souvent, avec un patient, de comprendre quelque chose, de lui en parler, et que tout d'un coup, ça l'apaise formidablement. Comme si là aussi, il était en attente de quelque chose dont il ne sait pas ce que c'est. Et c'est de l'extérieur que le sens de ce que c'est peut venir. Donc cette communication primitive due à l'identification projective au sens de Bion permet cette dépendance qui est fondamentale dans l'espèce humaine vis-à-vis de l'autre et permet un travail de pensée qui vient aussi de l'autre. La mère qui, je reprends toujours cet exemple, mais vous le transposerez dans d'autres cadres relationnels et thérapeutiques, la mère qui voit son bébé se mettre comme ça à pleurer, comme j'évoquais tout à l'heure. D'abord, il faut qu'elle reçoive le message.
il y en a qui ne le reçoivent pas. Je me rappelle une maman dont j'avais suivi l'enfant et qui était très très malade. Elle avait au moins un caractère psychotique. Elle avait mis un interphone pour bébé, là, un babyphone, mais elle coupait la communication du bébé. Donc le bébé pouvait crier tout ce qu'il savait, elle n'entendait rien. Vous voyez la dissociation là, profonde hein, chez cette maman qui pensait bien faire en mettant un babyphone et puis qui coupe parce qu'elle ne supportait pas d'entendre son bébé crier. Donc il faut d'abord qu'elle soit réceptive. Et nous aussi, en tant que soignants. C'est pas toujours facile. Pour ça, il faut de la présence aussi. Il ne faut pas être comme cette maman qui mettait le bébé dans sa chambre avec un babyphone éteint. Et puis, il faut que ça lui fasse quelque chose. C'est une expression que les mamans disent. Moi, j'aime bien cette expression. Mais qu'est-ce qui me fait encore? Ça fait pas longtemps, pourtant, que je lui ai donné la tétée. Il ne va pas me faire encore une otite ou une bronchite. Il faut que ça l'atteigne émotionnellement, fantasmatiquement, imaginairement. Et sur cet état que ça crée en elle, et Dieu sait si les patients ils créent des états en nous, hein, elle fait un travail de pensée. Alors c'est un travail de pensée qui est très particulier et que Bion a appelé capacité de rêverie. Parce que ce n'est pas un travail de pensée appris. Ce n'est pas l'application d'un traité de puériculture. C'est pas, les parents sont très très attentifs à ça souvent maintenant. Hein. Quand il se passe telle chose, il faut faire telle chose, etc. Bon, c'est pas mal. Et ça peut être un minimum. Mais ce n'est pas quand même la même chose que si les parents, la mère ou le père, s'interrogent sur la situation qui est en train de se dérouler. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est tout à fait légitime qu'ils ne sachent pas d'emblée. C'est une pensée intuitive. Et je pense que le mot rêverie que Bion a utilisé a ce sens-là. Parce que ce n'est pas une rêvasserie. Quelquefois, les gens pensent que le psychanalyste, il est en train de rêver à sa déclaration d'impôt, ou à ses prochaines vacances, ou à... j'espère que non. J'espère qu'il est très attentif à ce que le patient lui transmet. Mais il n'a pas un code pour décoder et interpréter le matériel. Il faut qu'il accepte d'abord de ne pas savoir. Et puis, peu à peu, que quelque chose prenne sens et lui apparaisse communicable. Alors, la maman, elle fait ce travail-là, et puis, évidemment, elle répond. Alors que le psychanalyste, lui, sa réponse, c'est l'interprétation, éventuellement, mais pas une réponse dans la réalité. On voit des mamans qui ont une réponse un petit peu systématique, qui est toujours la même, qui mettent la suce, par exemple, dans la bouche du bébé. Ça marche. Hein. Il se tait, il se calme. Mais est-ce que ça a la même valeur relationnelle, psychique, émotionnelle, que cette capacité de rêverie qui fait, mais il n'est peut-être pas
bien, il est peut-être malade, ou il est peut-être trop chaud, bon, ou peut-être il veut que je le prenne dans les bras, après tout, hein, c'est le droit des bébés de réclamer du corps à corps. Bon. Et puis qui cherche comme ça cette adaptation à la demande du bébé intuitivement. Il faut faire confiance à nos intuitions. Alors là, je suis complètement à contre-courant de la modernité. Je crains. Mais je pense que c'est essentiel dans l'abord thérapeutique de la maladie mentale et de la souffrance psychique. On n'a pas une grille ou un protocole a priori qui nous dit qu'est-ce que ça signifie et comment il faut y remédier. On sait qu'il faut des cadres, encore une fois, qui nous permettent de recevoir la communication, y compris la communication la plus profonde et la plus inconsciente, et parfois la plus corporelle. Et il faut que nous soyons dans nos cadres psychiques, à titre individuel, mais aussi à titre groupal, collectif, dans une équipe soignante, capables de faire un travail de pensée, mais sur ce mode intuitif, et c'est ça qui prend du temps. Dans les réunions, dans mon souvenir en tout cas, au début, on n'est pas d'accord du tout, on voit les choses très différemment les uns des autres, on n'a pas vécu les mêmes choses du tout, il y en a un qui trouve le patient beaucoup mieux, l'autre pas du tout, etc. Bon. Et tout ça, ça doit être mis en débat. Et puis à un moment, ce que les Bovici appelaient le moment sacré, il n'arrive pas toujours, hein, mais quand il arrive, dire ah, peut-être c'est ça que ça signifie, ce qu'on a vécu avec ce patient, avec ce groupe de patients. Et peut-être c'est ça qui nous permet de lui apporter une réponse apaisante. Alors, vous m'arrêtez si je suis trop long, étant donné surtout le... Vous avez encore un quart d'heure. D'accord. Alors, dans ce quart d'heure, je vais vous dire deux choses essentiellement. D'abord, je pense qu'il faut qu'il y ait dans nos cadres psychiques des composantes maternelles, j'ai beaucoup insisté là-dessus, avec la capacité de rêverie, avec la réceptivité, on pourrait parler aussi d'empathie. Il faut qu'il y ait aussi quelque chose que je situe plus du côté paternel. Pour reprendre mon modèle de la mère avec l'enfant, ce n'est pas les mamans qui se sentent très coupables ou qui veulent tellement bien faire tout le temps qu'elles sont esclaves du bébé, qui s'en sortent le mieux et qui sont les plus adéquates pour leur enfant. Il faut qu'une mère soit très attentive, bien sûr, et très disponible, mais aussi capable de dire « Attends une minute, maman se dépêche, mais on n'est pas aux pièces, il faut le temps. » Qu'elles ne se sentent pas déstabilisées par la violence des projections du bébé. Et là, pour ça, elle a besoin, en elle-même déjà, de sentir quelque chose de paternel, que je crois d'ailleurs en appui sur sa propre identification paternelle. Et dans les couples de parents, là où ça marche le mieux, c'est aussi quand, bon, il y a du paternel dans la mère, il y a du maternel dans le père. Mais il faut que les deux se complètent. De façon que les projections de l'enfant ou les projections du patient soient entendues, soient reçues, mais qu'elles ne détruisent pas le cadre. Je souligne ça parce que c'est souvent un contresens qui est fait sur la notion de fonction contenante.
où on voit ça sous un angle purement maternant. Or, Bion, quand il parle de la fonction contenante, il a beaucoup de métaphores militaires. Il avait été mobilisé pendant la Première Guerre mondiale et il a fait une guerre héroïque d'ailleurs et tragique. Donc il avait une expérience de ce que c'est que la vie militaire, très directe. Il compare cette fonction contenante à une armée qui en contient une autre, qui va empêcher une autre armée d'envahir le terrain. C'est dire que c'est pas simplement les bisounours, c'est aussi quelque chose qui est consistant. Et c'est la condition, cette consistance. C'est pas de l'agressivité, c'est pas de la contre-agressivité, mais c'est la condition pour qu'il y ait un travail de pensée, comme je l'ai dit en débutant. Donc il faut qu'il y ait, faut que ce soit vraiment reconnu et admis et discuté, bien entendu, parce que c'est tout un équilibre dans les équipes, dans les institutions, qu'il y ait des obligations, des limites, des contraintes parfois nécessaires. J'ai envie de caser certaines prescriptions médicamenteuses du côté de ce domaine contraignant, à condition qu'elles soient au service de ce travail de pensée. Qu'elles ne soient pas simplement pour maîtriser un patient, mais qu'elles permettent de créer une situation où on peut communiquer, dans laquelle on peut communiquer et dans laquelle on peut penser. Je fais cette référence à ce qu'on appelle en psychanalyse la bisexualité psychique, qui veut dire simplement que, qu'on soit homme ou femme, on a tous des identifications maternelles et paternelles. Et plus elles arrivent à se compléter de manière suffisamment harmonieuse, plus on arrive à penser. Alors, ce qui est très particulier dans les soins psychiatriques, et moi je fais surtout la référence avec les soins à des enfants autistes, mais je pense que ça se retrouve beaucoup aussi dans la psychiatrie de l'adulte, c'est que ces patients, dans leur mécanisme d'identification projective très violente et très destructrice, tendent à cliver chez les soignants cette bisexualité psychique, tendent à faire que on est tout d'un côté ou tout de l'autre. Et on retrouve ça dans les équipes. J'évoquais ça à l'instant. Certains vont trouver que le patient est formidable, sympathique, agréable et tout, et puis d'autres vont le trouver au contraire absolument ingérable et insupportable. C'est très important de ne pas s'arrêter, si vous voulez, à cette opposition et de ne pas la prendre comme des conflits entre les soignants, mais de les prendre comme des parties projetées, des parties du patient lui-même projetées, clivées et projetées dans différents soignants. Parce que ça permet de réintégrer, si on fait ce travail de pensée en équipe, de réintégrer ces parties projetées et de modifier ensuite la relation au patient en lui apportant du sens. Donc cette référence à la bisexualité psychique me paraît tout à fait essentielle et particulièrement délicate
à réaliser dans la pratique. Alors j'avais fait, parce qu'on est dans un séminaire de philosophie psychiatrique, j'avais fait un développement, je vais le résumer beaucoup, sur un concept qui m'avait bien plu, qui vient de philosophes américains, ils appellent ça le principe de charité. Ce n'est pas la charité au sens ordinaire du terme, c'est-à-dire l'amour du prochain, qui est tout à fait recommandable, bien sûr. C'est la charité, ce principe de charité, c'est accorder à l'autre le maximum de rationalité, autrement dit de sens, de ce qu'il exprime, des messages qu'il envoie. C'est un peu venu, si vous voulez, d'une critique, d'une tendance de certains ethnologues, on dirait anthropologues de nos jours, jusqu'au début du XXe siècle, qui avaient tendance à trouver qu'il y avait dans les sociétés qu'ils étudiaient, des sociétés sans écriture, des langues qui n'étaient que des onomatopées, un petit peu sans signification, ou des gesticulations sans sens, etc. Et il a fallu tout un temps et toute une réflexion pour que ces chercheurs, ces savants se disent mais non, ça a un sens intrinsèquement, à nous de le découvrir. Mais il faut qu'on accorde à ces populations que ce qu'ils s'expriment, ce qu'ils montrent, ce qu'ils vivent, a un sens. Même si on ne le comprend pas au départ. Ça s'oppose, ce principe de charité, à un autre principe qu'on appelle le principe de Morgan, qui date, lui, de 1894. Et je cite cet auteur qui dit « L'activité d'un animal ne doit en aucun cas être interprétée en termes de processus psychique de haut niveau, si on peut l'interpréter en termes de processus moins élevés dans l'échelle de l'évolution et du développement psychique. » Alors bon, il faut commencer par interpréter les choses au niveau le plus ras du sol, en termes de processus psychique. C'est suspect, il faut l'interpréter en termes de processus le moins élevé possible. Je pose la question, est-ce que c'est ce principe qui a prévalu dans la construction du DSM, qui a été une catastrophe psychiatrique dont on n'est pas sorti? Je pense que le principe de charité s'inscrit complètement en faux contre cette tendance scientiste, pas scientifique, ça n'a rien de scientifique, c'est une tendance scientiste qui voudrait que tout s'explique à partir des neurones, des synapses, des récepteurs synaptiques et des neurotransmetteurs. On en est très, 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 très loin. Et peut-être on n'y arrivera jamais. Et de toute façon, même si c'est essentiel de poursuivre les recherches neuroscientifiques, qui sont passionnantes, le niveau auquel il faut entendre la souffrance psychique, la maladie mentale, la perturbation de l'esprit, c'est le niveau clinique où nous recevons des messages très complexes, très énigmatiques, et où nous essayons d'en faire quelque chose. Alors je conclus par un tout petit exemple clinique, une vignette. C'est pas de la violence, parce que en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, on a moins ce problème. On peut l'avoir avec des adolescents, mais quand même moins qu'en psychiatrie d'adulte. Mais c'est quand même ça une relation au corps. Il s'agit d'une adolescente qui avait une grave anorexie mentale.
Dans le dispositif que j'avais au CHU de Caen, j'avais très peu de lits et elle était hospitalisée en pédiatrie. Mais nous travaillions ensemble avec le service de pédiatrie et avec des réunions très très fréquentes. Cette adolescente non seulement refusait toute alimentation, mais réussissait à arracher la sonde nasale qu'on lui avait mise pour la nourrir ou à vomir le liquide qu'on lui injectait, et elle devenait de plus en plus inquiétante du fait de son amaigrissement et des symptômes de dénutrition qu'elle présentait. Alors, il y avait un dispositif assez complexe avec un membre de l'équipe de pédopsychiatrie pour avoir des entretiens psychothérapeutiques avec l'adolescente, un autre qui avait des entretiens avec les parents, et un troisième qui s'occupait des aspects plus médicamenteux ou institutionnels avec l'équipe de pédiatrie. Mais nous avions des réunions régulières entre équipes de pédiatrie et équipes de pédopsychiatrie. Tout ceci s'étale sur des semaines, mais je le résume évidemment beaucoup pour les besoins de l'exposé. Un jour, dans un entretien avec la mère, cette maman, très angoissée, dit, je crois que c'était moi qui avais fait l'entretien, qu'elle avait eu cet enfant par procréation médicalement assistée avec donneur. Et c'était une fécondation in vitro et une greffe ensuite d'œufs. Avec beaucoup d'émotion, elle livre ça. Et elle ajoute, j'ai eu l'impression que c'était une grossesse artificielle. J'avais pas l'impression de porter un fœtus que je n'avais pas fait. Alors le artificiel, ça fait tilt. Et après, dans la réunion avec les pédiatres, et Dieu sait, ils étaient assez musclés, parce que les pédiatres, ils avaient leur raison de poursuivre l'alimentation artificielle. On a fini par obtenir, nos autres pédopsychiatres, qu'on supprime la sonde, qu'on supprime les perfusions, qu'on supprime la contention, parce qu'il y avait aussi une contention de l'adolescente, en faisant l'hypothèse qu'il fallait supprimer l'artificiel pour donner à cette jeune fille, mais j'allais dire à cet enfant, parce que vous savez, on est toujours un bébé, un enfant, un adolescent, même quand on est un adulte, le sentiment qu'on l'acceptait, qu'on l'accueillait naturellement. Pas à travers des artifices, mais pour elle-même. C'était un pari risqué. Ça a marché. On a supprimé tout ça, et assez vite, elle s'est remise à s'alimenter d'elle-même, à reprendre du poids, et elle a pu sortir au bout de quelque temps pour poursuivre une psychothérapie en ville. Alors je vous cite cette vignette qui peut donner l'impression de quelque chose de quasi magique. C'est pas magique du tout. C'est pas magique du tout, parce qu'il y a eu un travail, encore une fois, de plusieurs semaines, peut-être de plusieurs mois, je ne me rappelle pas très bien, qui a transformé quelque chose dans les équipes soignantes et qui a permis que ces équipes soignantes renvoient à l'adolescente, et probablement aussi aux parents, quelque chose de nouveau, quelque chose, le fruit de cette transformation qui pouvait représenter une issue à cette situation qui était évidemment sans issue et qui allait vers une destruction de plus en plus dramatique. Je vous remercie de votre attention.